Nom de famille, Gaudissart. Prénom, Poncé. Un prénom aussi étrange que l'histoire de cet homme qui a presque réussi à échapper à la justice. Pourtant, ses crimes étaient odieux. Une mère et sa fille tuées chez elle, au couteau. Il a égorgé la mère après s'être acharné sur la fille. Puis il a mis le feu à la maison pour ne pas laisser de traces. Les expertises scientifiques ont failli l'innocenter. Ce qu'il a perdu, son mode opératoire, trop bien rodé. « 31 mars 2003. Cela fait plus d'une heure que Chantal D'Amato devrait être à son travail. Son absence inquiète sa collègue qui appelle chez elle, à Mérargues, dans la banlieue d'Aix-en-Provence. Je lui ai dit, Chanchon, c'est moi. Je lui ai dit, écoute, tu n'es pas là, rappelle-nous, qu'est-ce qui se passe Parce que c'était pas son habitude. Quand elle était en retard, c'était quelqu'un qui avait aussi beaucoup d'éducation et qui appelait son travail pour dire qu'elle était en retard. Donc je me suis dit, il s'est passé quelque chose. C'est pas possible. Christine Maréchal tente alors de joindre Audrey, la fille de Chantal. Elle travaille dans une entreprise de transport. On m'a dit qu'elle n'était toujours pas arrivée, qu'ils étaient très inquiets. Ensuite, j'ai appelé le compagnon de Chantal. Et donc, je lui ai dit, écoute, ni Chantal ni Audrey sont à leur travail. J'ai dit, il faut absolument que tu montes sur Mérargues. Sur place, le compagnon de Chantal trouve la maison fermée. Mais la voiture de Chantal est là, garée devant le portail. Il appelle les pompiers. Et là, quand on arrive sur place, on voit que tout est totalement clos. Tous les volets fermés, parce qu'on essaie d'ouvrir un peu de partout, les volets fermés, les portes fermées, le garage fermé. Et le volet roulant du salon, en fait, il est totalement baissé. C'est là que les pompiers remarquent un filet de fumée qui s'échappe d'une fenêtre. Donc là, on s'emploie à coups de pied, je m'emploie à casser, essayer d'ouvrir cette fenêtre. Qui cède, la fenêtre s'ouvre et là, beaucoup de fumée à l'intérieur qui s'échappe de la maison. Mon collègue, une fois qu'il a passé la fenêtre, il voit qu'il y a trop de fumée, donc il ressort immédiatement. Et on voit qu'on ne peut pas accéder par là. Les pompiers demandent des renforts. En attendant la lance à incendie, ils saisissent le tuyau d'arrosage pour asperger l'intérieur de la maison à travers la fenêtre. J'arrive à éteindre un petit peu les flammes. Et là, je m'aperçois qu'en fait, c'est un lit qui est en train de brûler. Je vois le pied du lit en bois. Je vois le matelas. Et puis la fumée continue à se dissiper. Et puis là je fais un pas en arrière, je regarde, je dis mais il y a un corps sur ce lit. Et puis là, je vois bien les jambes en fait attachées, saucissonnées avec du scotch. Et là, il y a mon collègue qui me rejoint. Je dis là, il y a un problème. C'est le corps de Chantal D'Amato. À l'arrivée du camion incendie, les pompiers enfoncent la porte pour éteindre le feu. La porte d'entrée résiste bien, et puis finalement elle le cède, mais elle le cède au niveau des charnières. La brigade de recherche d'Aix-en-Provence est aussitôt saisie de l'affaire. Le capitaine Daniel Bianco entre dans la première chambre pour examiner le corps de Chantal. Elle est entièrement ligotée et les yeux et la bouche recouverts de ruban adhésif. Elle a les mains attachées, ligotées, les genoux, les chevilles
Elle présente une plaie d'égorgement de 13 cm et elle est partiellement brûlée. Dans la deuxième chambre, les gendarmes découvrent le corps d'Audrey, la fille de Chantal. Elle avait 24 ans. Et là, une véritable atrocité, à savoir 29 coups de couteau, avec 4 coups mortels, qui sont 2 coups au niveau de la cage thoracique et 2 coups au niveau des cervicales. On voit que l'individu s'est beaucoup plus acharné sur Audrey que sur sa mère. Et la particularité, c'est qu'elle a été attachée avec des filets électriques et elle a un bâillon au niveau des yeux, mais la bouche n'est pas bâillonnée. Les gendarmes retrouvent le bâillon dans le séjour, par terre. Ils découvrent aussi sur une étagère un rouleau de ruban adhésif vide. Et sur un fauteuil, des taches de sang. Manifestement, elle a été également attachée à cet endroit-là. Et sur ce fauteuil, certainement, se sont passées les pires atrocités. C'est lorsqu'elle a eu ces coups de couteau qui lui ont pointé le visage. On se rend compte qu'on est en présence d'un barbare ou 2 barbares, puisqu'on ne sait pas au départ s'ils sont plusieurs. Mais dans tous les cas, l'atrocité des faits commis, on a peine à imaginer qu'un être humain puisse être capable de commettre de tels agissements. Dehors, la famille, les amis, les voisins d'Audrey et Chantal forment un attroupement. Et à ce moment-là, dans ma tête, c'était un incendie. Voilà, je me suis dit, la maison elle a pris feu, elles sont mortes asphyxiées. Et c'est plus tard qu'on est venu me dire que bon, les 2 corps avaient été retrouvés, mais qu'elles étaient mortes avant l'incendie. Et là, je ne comprenais pas non plus, quoi. Maître Alain Mola, vous êtes l'avocat de la famille D'Amato et notamment de Roxane, la fille de Chantal et la sœur d'Audrey. Est-ce que vous pouvez nous dire qui étaient Audrey et Chantal? 2 femmes, mère et fille, qui avaient paradoxalement, à ce moment-là de leur vie, une espèce de débouché à la fois social, culturel, amical. Enfin, elles avaient peut-être réalisé le début d'une vie intéressante, à 2, dans une maison, les concernant toutes les 2, avec leur liberté, leurs amis, leurs petits amis, en l'occurrence leurs compagnons pour chacune d'entre elles. Elles étaient belles autant l'une que l'autre. Audrey est née dans des conditions dramatiques, puisqu'elle perd son père sans le connaître d'un accident de camion. Donc une vie qui était un peu compliquée et qui semblait s'arranger. Alors comment la famille réagit à l'annonce de ce crime? J'ai rarement reçu des gens dans mon cabinet aussi, j'allais pas dire anéantis, le mot est faible, ils étaient comme groggy, comme si on venait de les frapper. Ils étaient dans un état de torpeur impressionnant. Ils m'écoutaient vaguement. Ils n'avaient pas encore fait le choix d'un avocat et ils venaient me voir pour me tester. Et je les trouvais mais vraiment anéantis. Enfin, on peut difficilement être aussi touché par le crime qu'ils le sont, quoi. Une mère, pour Roxane par exemple, une mère et une sœur en même temps, qu'on retrouve et qu'on leur rend dans un état hallucinant. C'est quand même des femmes qui ont été frappées, séquestrées, attachées. Est-ce que la famille a une idée, une piste, quelque chose à fournir? Est-ce qu'elle a une idée de ce qui a bien pu se passer? Ou qui pouvait en vouloir à ce point à Audrey et Chantal? Aucune idée, vous pouvez enlever le à ce point. Qui pouvait leur en vouloir? Parce que ils avaient une espèce de... Je pense que leur désarroi participait aussi de ça. C'était qu'ils ne savaient vraiment pas d'où ça pouvait venir. Deux femmes assassinées dans une maison fermée de l'intérieur, au volet clos. Sur la porte, un trousseau de clés et le crochet de sécurité engagé. Comment le ou les meurtriers sont-ils sortis? C'est la première énigme que les gendarmes doivent résoudre. Les gendarmes font et refont le tour de la maison pour découvrir que le volet du salon a une commande électrique. Lorsqu'il est sorti, en appuyant sur l'interrupteur,
le volet roulant se referme après. Il s'agit de 8 à 10 secondes, les délais largement possibles pour quelqu'un de quitter les lieux, avant que le volet ne se referme. Les pompiers détectent 4 départs de feu dans la maison. Sur les 2 lits, sur un fauteuil du salon et sur un séchoir à linge. Mais les flammes ne se sont pas propagées très loin. Le fait que toute la maison soit close, il n'y avait pas assez d'oxygène pour que le feu brûle entièrement la maison. Donc le feu est resté concentré vraiment sur les endroits où ils ont été allumés. Les experts passent la scène de crime au peigne fin. Ils s'attardent sur les points de passage obligés de l'assassin et relèvent plusieurs traces, notamment sur la baie vitrée par laquelle il s'est enfui. C'est l'empreinte d'un doigt qui est exploitable. C'est-à-dire que pour nous, si on a l'auteur, on peut le comparer avec cette trace-là. Et ensuite mélanger avec une trace de sang. Donc cette trace de sang, à la base de laquelle on va pouvoir identifier un ADN. On a également un élément sur l'un des liens qui a servi à ligoter Audrey. Et enfin, une trace ADN qui semble la plus complète sur un élément pileux qui est retrouvé dans la chambre de Chantal, sur la ceinture de sa robe de chambre. Tous ces prélèvements sont envoyés à l'IRCGN, le laboratoire de la gendarmerie nationale. En attendant les résultats, les gendarmes poursuivent l'examen de la scène de crime. On se rend compte qu'il n'y a pas eu de traces de lutte, quasiment, puisque pas de désordre dans la pièce. Le salon est intact. Donc rien qui laisse présumer qu'il y a eu une dispute. On ne retrouve pas en revanche l'arme du crime, c'est-à-dire le couteau qui a été utilisé. On se rend vite compte que le vol n'est pas le mobile, puisque rien n'a disparu. Et au final, on notera la disparition uniquement du téléphone portable d'Audrey. Les gendarmes ont tiré tout ce qu'ils pouvaient de la scène de crime. Ils entendent les proches, reconstituent l'emploi du temps des 2 femmes et un scénario commence à se dessiner. Ce dimanche soir, Chantal était seule à la maison. Son amie l'avait posée vers 20h. Elle a mangé. Ensuite, elle a promené son chien. Les gendarmes la prennent par l'enquête de voisinage. Moi, je la rencontrais toujours devant chez elle, en passant devant chez elle. Elle sortait son chien, oui. Mais c'est-à-dire que sa maison était juste en bordure de colline, donc elle faisait 10 mètres, elle était tout de suite en colline. Donc... Oh, puis c'était un petit chien. Sauf que, profitant du moment où elle a sorti son chien, que Chantal s'est un peu éloignée de son habitation, l'auteur qui était là et qui les pillait en a profité pour pénétrer à l'intérieur de la maison. Une quasi-certitude pour les gendarmes, quand ils apprennent que Chantal ne fermait pas sa porte à clé pendant la promenade du chien. Chantal, quand elle a regagné son domicile, il était là. Il était là, il a tout de suite neutralisé sans problème. L'agresseur a dû attacher Chantal immédiatement. Il lui a bandé les yeux et la bouche avec du ruban adhésif. Ensuite, il l'a conduite jusqu'au lit, là où on l'a retrouvée. Et puis il va attendre l'arrivée d'Audrey, parce qu'il sait qu'Audrey va arriver. Audrey a passé le week-end avec son petit copain. Elle l'a déposé à Marseille vers 21h30, avant de rentrer chez elle à Mérargues. Les gendarmes ont retrouvé le dernier texto qu'elle lui a envoyé. Il était 22h45. Elle lui disait qu'elle venait de passer un week-end magique. Ensuite, comme d'habitude, elle pose ses affaires. Elle ferme la porte d'entrée de la maison. Elle engage le crochet de sécurité. Elle pose son sac, va dans la salle de bain pour s'apprêter, pour ensuite aller dormir.
à ce moment-là, certainement, c'est là qu'elle rencontre l'auteur. Parce qu'au niveau de l'autopsie, on va trouver qu'elle a une ecchymose périorbitale. En clair, elle a pris un coup de poing. Et ensuite, il va la mettre dans le fauteuil. Là, il va la ligoter. Il va tomber en panne de scotch, il va prendre des liens, des câbles électriques. Ensuite, il va vouloir discuter avec. C'est là qu'il aurait arraché le bâillon de ruban adhésif, celui que les gendarmes ont retrouvé par terre. Il n'aura pas entendu les mots qui lui conviennent. C'est là qu'il va y avoir l'acharnement, de nombreux coups de couteau sur le visage. Pour preuve, les nombreuses taches de sang sur le fauteuil. Et quand elle est quasiment à bout, à l'agonie, à ce moment-là, il va la conduire jusque dans la chambre. Il a probablement allongé Audrey sur le lit, puis il l'a égorgée de 2 coups de couteau. À ce moment-là, Chantal était encore vivante. Les gendarmes en sont sûrs, car à l'autopsie, l'examen du bol alimentaire a prouvé que la mère est morte après la fille. Et Chantal, elle, qui a tout entendu, parce qu'elle est encore en vie, ben, il va l'égorger. Pour effacer ses traces, l'assassin a mis le feu à 4 endroits de la maison. Puis il a ouvert le gaz avant de partir, sans savoir que la bouteille était pratiquement vide. Ensuite, il est sorti par la baie vitrée. Quand il s'en va, il est quasiment certain d'avoir tout effacé. Sauf qu'il a oublié quelque chose d'important. C'est que dans un univers clos, par manque d'oxygène, le feu ne peut pas prendre. Et c'est ce qui l'aura trompé. Stélina Boresi, vous êtes la juge d'instruction en charge de ce double assassinat de Meyrargues. Qu'est-ce qui vous fait penser tout de suite à une préméditation? Il y a plusieurs éléments qui nous font penser rapidement qu'il s'agit d'un crime prémédité. C'est que, en tout cas d'un proche, c'est que ces jeunes femmes, enfin ces femmes, puisqu'il y a la maman et la fille, c'est des femmes très, très prudentes qui ne laissaient rentrer personne si elles ne connaissaient pas. Donc, il apparaît qu'il n'y a pas d'effraction à la porte. Donc c'est quelqu'un qui est entré ou en ayant été invité, soit par ruse. Et l'on se rend compte qu'en fait, très rapidement, que c'est la fille qui était visée par le meurtrier, qui était la cible du meurtrier, puisque c'est malheureusement elle qui présente des traces de torture multiples, puisqu'il y a quand même 17 coups de couteau sur le thorax, 19 sur le visage. Donc il y a un acharnement très particulier sur cette jeune femme. Sait-on à ce moment-là si les 2 femmes ont subi des violences sexuelles? Alors rien ne nous a démontré qu'il y avait eu, en tout cas, viol, que le but de l'agression était le viol. Face à la monstruosité du crime, les gendarmes veulent cerner la personnalité de l'assassin. Ils font appel à un profileur. C'est l'une des toutes premières fois en France que ce service d'analyse comportementale intervient dans une affaire criminelle. Le capitaine Marie-Laure Brunel a été chargé d'établir le profil de l'assassin de Meyrargues. Donc Marie-Laure, vous êtes allée sur cette scène de crime? Oui, nous allons 2 semaines après les faits sur la scène de crime pour essayer de comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il vient chercher là, ce jour-là. La première étape, c'est de marcher là où il a marché, pour faire ce travail d'empathie avec l'auteur. Il connaît ses victimes? Alors, il connaît ses victimes, il a observé leur mode de vie et leur fonctionnement, et il connaît spécifiquement Audrey. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui nous fait dire ça, c'est le temps passé sur elle, c'est tous les actes commis à son encontre. C'est quand on met les 2 homicides en parallèle, on a une exécution d'un côté, concernant Chantal et la mère,
Et on a, concernant Audrey, un véritable acharnement émotionnel, où il a passé du temps avec elle, où il a commis des actes destinés à faire souffrir, où il a été sadique. Et elle est vraiment la cible de cet auteur. Qu'est-ce que vous savez de lui encore ? On sait qu'il est organisé, il est venu avec son arme, sa propre arme, il est venu avec des matériels, du scotch, et il a pris un certain nombre de précautions dans son organisation. Vous vous dites qu'il a déjà fait ça ? Il a cette technicité, cette prise de précaution au niveau des empreintes, au niveau de sa sortie de la maison, qui nous font penser qu'il ne veut pas être repris et qui nous font penser aussi qu'il peut avoir déjà été condamné parce qu'il avait été reconnu. Marie-Laure, à la fin de vos investigations, de vos observations, quelles pistes allez-vous donner aux enquêteurs ? On conseille aux enquêteurs, à la fin du profil, de rechercher dans la sphère environnementale d'Audrey. Quelqu'un de proche d'elle, que ce soit au plan professionnel, au plan amical, de proche pour lequel elle n'a pas forcément, elle, de lien direct. Mais lui la connaît bien, et la connaît assez pour lui en vouloir à Audrey. Et la profileuse ajoute encore une chose. L'homme peut recommencer. Les gendarmes s'intéressent donc à l'environnement professionnel d'Audrey. Depuis 2 ans, elle était secrétaire dans une entreprise de transport. Elle a beaucoup de caractère, puisqu'elle opère dans un milieu masculin, les chauffeurs de car, qui sont quand même assez nombreux, puisque c'est une compagnie importante. Mais une fille très respectueuse et qui sait marquer ses distances, c'est-à-dire qui n'est pas aguicheuse. Elle sait qu'elle est jolie, mais c'est pas quelqu'un qui aguiche, c'est quelqu'un qui est très discret, qui sait se tenir correctement. Rien donc sur le lieu de travail d'Audrey. Pas de conflit qui pourrait mettre les gendarmes sur une piste. Ses copines, en revanche, en suggèrent une autre. Depuis quelque temps, des hommes harcelaient Audrey au téléphone. Des appels obscènes, parce qu'Audrey était une jeune fille jolie qui attisait la convoitise. Les gendarmes remontent ces appels. Ils proviennent tous de la région parisienne. Elle fréquentait à l'époque un petit copain. Et le demi-frère de ce petit copain avait eu par inadvertance le numéro de téléphone d'Audrey, l'avait communiqué à d'autres et qui, pour jouer, enfin si on peut dire ça, jouer, a appelé de manière un peu fréquente en lui tenant des propos obscènes. Des plaisanteries de mauvais goût. Après vérification, les gendarmes abandonnent aussi cette piste. Reste l'environnement de la mère. Chantal menait une vie tranquille. La seule personne avec laquelle elle avait eu un conflit récemment, c'est un homme qu'elle avait quitté 1 an plus tôt. La rupture s'était très mal passée. C'était avec cette personne-là. Donc, c'est vrai que j'en ai parlé à l'inspecteur qui m'a interrogée. Et c'est vrai que je l'ai soupçonnée. Cette personne est rapidement identifiée, interpellée à Marseille, placée en garde à vue. Rapidement, avec un emploi du temps très précis, un alibi qu'il nous donne, qu'il nous communique et qui est parfaitement crédible, donc la porte est fermée. Et des dizaines d'autres. Les auditions s'enchaînent sans succès. Les gendarmes restent pourtant persuadés que l'auteur des crimes se cache dans l'environnement des victimes. C'est là que les premiers résultats d'expertise tombent. Les traces ADN trouvées sur la baie vitrée, sur le câble qui attachait les genoux d'Audrey et sur le cordon de la robe de chambre de Chantal appartiennent au même homme. Mais cet ADN n'est pas répertorié dans le fichier national des empreintes génétiques. Les gendarmes lancent alors une opération de grande envergure. On va commencer à faire les prélèvements sur l'ensemble des personnels qui travaillent et avec Audrey et avec Chantal. Pendant des mois, tous les hommes de l'entourage d'Audrey et de Chantal sont testés. Les compagnons, les collègues de travail, les chauffeurs de bus, les voisins, la famille, tout le monde y passe. C'est dur, c'est dur. Bien que je savais que c'était obligatoire, il fallait le faire. D'ailleurs, la gendarmerie nous a mis à l'aise à ce sujet. Mais c'est quand même dur de savoir qu'on prend votre ADN
pour éventuellement comparer avec celui d'un éventuel assassin. Mon mari a dû faire le test ADN, ainsi que tous les voisins, tous les hommes des lotissements, des 2 lotissements. Hommes et jeunes hommes, hein. Même très jeune homme. On a repris un petit peu espoir, hein. On se disait, bon, peut-être qu'avec ça, compte tenu de toutes les prises ADN qui avaient été faites dans le cadre de ce dossier, peut-être qu'on pouvait aboutir. Mais après 250 tests ADN, personne ne correspond à la trace retrouvée sur la scène de crime. Stélina Boresi, à ce moment-là de l'enquête, il vous reste un dernier espoir, c'est une empreinte digitale retrouvée sur une baie vitrée. Que donne-t-elle en fait? Nous avions un suspect placé en garde à vue et en tout cas les empreintes digitales étaient relevées. Sur 10 points de comparaison sur les empreintes, 8 points étaient identiques. Donc nous avons pensé que tout correspondait, que nous touchions au but. Et une analyse un petit peu plus poussée de l'empreinte a permis de trouver un 9e caractère discriminant qui excluait le criminel supposé. Alors je crois que vous êtes même allé voir une voyante. Il est vrai qu'une personne a écrit au colonel du groupement de la région. Une personne qui nous a donné une piste, qui correspondait en tout point à une des pistes que les enquêteurs avaient, qui n'était pas connue, bien sûr, des médias, qui n'était connue de personne. Et une personne qui a commencé à décrire des lieux, qui a décrit des situations, des prénoms. Alors là, c'est vrai que c'était une incursion dans le monde de l'exorciste. Ça a été une piste. Et bien là encore, c'était une fausse piste. Ce dossier est l'histoire d'un dossier de fausses pistes. Près d'1 an après la découverte des corps de Chantal et d'Audrey, l'enquête n'avance pas. C'est une autre affaire, à seulement 10 km de Meyrargues, qui va la faire rebondir. Pertuis, dans la banlieue d'Aix-en-Provence, le 2 février 2004. Il est 8 h du matin. Muriel est seule, chez elle. Les enfants sont partis à l'école, son mari au travail. J'étais en train de repasser. Puis je me dis, ça y est, c'est l'heure de mon café. Et je vais me faire chauffer un café, quoi. Puis j'ai entendu un froissement et... contre la porte. D'un coup, coupure d'électricité. Qu'est-ce que je fais? Je regarde par l'œilleton, quoi, et je vois que dans le bâtiment, il n'y a pas de lumière. J'ouvre le verrou pour aller remettre le compteur à l'extérieur, et c'est là que je me suis retrouvée au sol. Étranglée, à prendre des coups. Quand je l'ai vue comme ça, c'est atroce. C'est la famille. L'homme qui agresse Muriel est son beau-frère, le mari de sa belle-sœur. Il s'appelle Poncé Gaudissart. Il était sur moi, il me mettait la main dans la bouche, et je l'ai mordu. Et il me disait, tais-toi ou je te massacre, ou je te tue. Il avait le couteau et tout. Gaudissart a arrêté de frapper, mais le calvaire de Muriel n'était pas terminé. Il voulait que je prenne une douche. Que je mette des dessous. Et je le regardais, je disais, mais t'es mon beau-frère, je peux pas. Mais réalise, je peux pas. Il avait un regard, mais un regard... J'oublierai jamais ce regard. Ensuite, Poncé Gaudissart trouve une rallonge électrique dans le salon. Il a pris cette rallonge,
Il m'a fait déshabiller. Il m'a attachée. Il me dit tu m'as trop énervée. Je vais faire un carnage avec toi. Je vais aller dans ta cuisine, je vais faire un carnage. Il a pris ma tête, il me l'a mise sur le coussin. J'ai regardé par rapport à mon balcon, à ma baie vitrée. J'ai vu la fin de ma vie. Un morceau de moi est resté... un morceau qui est mort. Il est resté sur ce fauteuil. Mais une voisine a entendu les coups et les pleurs. Et elle a appelé la police. Il est allé à la fenêtre. Et il a vu la police. Et je le voyais me menacer du couteau et ça montait, il paniquait. J'avais peur. Et je lui ai dit, dans la cuisine, il y a une échelle, tu peux passer par les toits et c'est là. Il m'a attachée et traîné comme on traîne une bête jusqu'à l'extérieur du balcon de la cuisine. Il a enjambé ce balcon, il m'a mis le couteau sur la gorge et il m'a dit, de toute façon, je vais revenir et je vais te tuer. Gaudissart descend les 3 étages de l'immeuble en sautant d'un balcon à l'autre. Muriel, elle, parvient à ouvrir la porte aux policiers malgré ses liens. Je leur dis, il est là, mais il est coincé, la porte, elle est fermée, c'est une cour et très peu de personnes à la clé. Il était pris au piège. Les policiers arrêtent Poncet Gaudissart dans la cour de l'immeuble et le conduisent en garde à vue au commissariat de Pertuis. Pris en flagrant délit, il reconnaît les faits, mais il prétend qu'il voulait simplement humilier sa belle-sœur. Les policiers entendent Muriel, mais aussi son mari. C'est lui qui leur apporte un renseignement sidérant. Le mari de la victime explique aux policiers que cette personne-là qui a agressé son épouse travaille au quart des Pays d'Aix et connaît bien Audrey D'Amato, qui a été assassinée à Mérargues. Audrey D'Amato, le double assassinat de Mérargues. Quand il apprend ça, le capitaine Bianco fonce au commissariat de Pertuis. Lorsque Gaudissart est trouvé au moment de l'interpellation, il a sur lui un briquet, alors qu'il ne fume pas depuis 20 ans. Il va expliquer que c'est pour remplir les documents du bus qu'il conduit, alors que tout le monde avoue qu'il y a suffisamment d'éclairage dans le bus. On va trouver des gants. Il dit qu'il a froid. Donc c'est pour se protéger les mains. Il a un bonnet sur la tête. Il a une combinaison. Les mêmes nœuds avec du fil électrique, la même arme, un couteau, le même souci de ne pas laisser de traces. Poncet Gaudissart est peut-être l'assassin de Mérargues. En attendant d'autres investigations, il est placé en détention provisoire pour le viol de Muriel. Dominique, les gendarmes découvrent que Gaudissart a un lourd passé judiciaire. Quels sont précisément ses antécédents ? Frédéric, Gaudissart, c'est un violeur et c'est vraiment quelqu'un d'inquiétant. Son casier judiciaire, c'est une série d'agressions à domicile commises presque toujours selon le même mode opératoire. Il a repéré ses victimes, il est armé d'un couteau, il porte des gants. Et cette violence, on va la sentir à chaque affaire qui monte un peu plus. Et il a commencé jeune ? Il a commencé à 17 ans, en 1973. Il agresse sa voisine, une voisine de 21 ans qui vient d'avoir un enfant. Il s'introduit chez elle, il se cache derrière la porte de la chambre. Au moment où elle rentre dans la chambre, il se jette sur elle, il la bouscule, il la traîne dans la salle de bain, il lui impose des attouchements sous la menace de son couteau. Et d'un seul coup, il y a une déflagration qui se produit dans la maison. Le biberon du bébé qui était en train de bouillir dans la cuisine explose. Gaudissart prend peur, s'enfuit. La voisine refuse de porter plainte. Il va s'en tirer en prenant une bonne rouste par son père.
Ce qui est intéressant et important dans cette affaire, c'est que dans les 12 années qui vont suivre, 12 ans, il ne lâchera jamais cette femme. Elle est mariée, le mari intervient, ça n'arrête pas Gaudissart. La police intervient, ça n'arrête pas Gaudissart. On le retrouve en bas de l'immeuble, là où elle est, il lui montre qui c'est qu'elle est là. Et il a toujours harcelé comme ça ses victimes? Il a toujours harcelé ses victimes. La deuxième, en 1979, même scénario. Il a été facteur pendant quelques temps et il va agresser une concierge d'un immeuble à laquelle il livrait le courrier. Il connaît toutes ses habitudes. Un jour, il arrive chez elle, il a un bonnet. Il baisse son bonnet sur ses yeux, il a son couteau, ses gants. Il se jette sur elle et il est arrêté par la sonnette. Il y a quelqu'un dans l'immeuble qui vient sonner à la loge de la concierge. Gaudissart s'enfuit. Identifié là encore, il prend 1 an de prison, dont 4 mois ferme. Et dans les mois qui suivront, il va harceler cette femme au téléphone. Et à chaque fois, il monte d'un cran, en fait. Oui, 1994, plus grave encore. Il est marié, il a 40 ans, père de famille, il habite à Marseille. Il agresse encore une de ses voisines. Il la frappe, il l'asperge de gaz. Il va la violer à plusieurs reprises. Il va être arrêté quelques jours après, condamné à 10 ans de prison. Et à sa sortie, il se tient un carreau? Non, à sa sortie, on est en 2001. Là, il commence à harceler ses belles-sœurs. Et puis 3 ans plus tard, se produit ce qui était quasiment inévitable après tout ce qu'on vient de voir dans son casier judiciaire, c'est l'affaire de Pertuis. Maître Guillaume de Palma, vous êtes l'avocat de Poncet Gaudissart. Quelle impression vous fait-il quand vous le rencontrez pour la première fois? Alors, lorsque je le rencontre, je suis assez surpris par sa tenue vestimentaire. J'ai en face de moi quelqu'un qui porte un bleu de travail, qui est dans une situation où apparemment il est très décontenancé par ce qui lui est arrivé. Et dans cette situation, l'impression qu'il me fait, c'est l'impression de quelqu'un qui a été pris la main dans le sac ou presque. Et donc il reconnaît le viol de Muriel, pour lequel vous êtes commis d'office, donc? Absolument. Extrêmement rapidement, Poncet Gaudissart va me faire état de ce qui a pu se passer dans le cadre de cette affaire. Il sortait de détention, il pensait qu'il avait payé sa dette à la société, qu'il avait purgé sa peine, que sa vie était à reconstruire, sinon reconstruite. Et il s'aperçoit assez rapidement, en fait, que là-dedans, son ex-belle-sœur le déconsidère, qu'il est rejeté, et évidemment, il ne peut que très mal vivre une telle situation. Très vite, vous découvrez aussi que derrière l'histoire du viol de Muriel, il y a l'affaire du double assassinat de Mérargues. Qu'est-ce qu'il vous dit sur cette affaire de Mérargues? Monsieur Gaudissart est très tranquille. Il sait pertinemment que la lumière sera faite et qu'on ne pourra pas venir l'enquiquiner, si je puis me permettre, dans le cadre de cette affaire de Mérargues. Je suis convaincu par ses déclarations. J'attends une seule chose avec monsieur Gaudissart, c'est d'être convoqué devant le juge d'instruction pour s'expliquer, pour en savoir davantage et pour donner notre position, l'exprimer et faire savoir que nous n'avons strictement rien à voir, de près ou de loin, avec cette affaire de double assassinat. Le 12 février 2004, les gendarmes mettent en garde à vue Poncet Gaudissart pour le double assassinat de Mérargues. Ils ont 48 heures pour obtenir des aveux. Les gendarmes l'interrogent sur son emploi du temps le jour du meurtre. Et bizarrement, alors qu'il s'est écoulé près d'1 an, Gaudissart s'en souvient très bien. Et dans le détail. Il nous dit, mais compte tenu de mon passé, sachant que je pouvais être inquiété, je me rappelle très bien du film qui était diffusé sur la première chaîne. Il s'agit du film Bone Collector avec Angelina Jolie et Denzel Washington. Donc il nous sort ça spontanément. Il nous dit, moi je n'ai pas quitté mon domicile. Je ne suis pas sorti le lundi. Le dimanche soir, je suis rentré à la maison, j'ai quitté mon travail jusqu'au mardi matin. Faux. Faux parce qu'il interroge son téléphone portable à 3 reprises. Son téléphone fixe, la messagerie, à 2 reprises. Quel intérêt pour lui d'interroger ces appareils puisqu'il n'a pas quitté la maison et qu'il vit dans un studio tout petit. Donc là, on se rend compte qu'il ment. Les gendarmes perquisitionnent son studio à
des rouleaux de scotch adhésif, 2 rouleaux neufs, placés dans un seau. Je précise que ce type d'adhésif est sensiblement le même que celui que nous avons retrouvé à Mérargues, sauf qu'il ne s'agit pas de la même marque. Ce qui est troublant, c'est que Gaudissart n'arrive pas à expliquer d'où viennent ces rouleaux, ni ce qu'il comptait en faire. Les gendarmes perquisitionnent aussi sa voiture, une Peugeot 205 rouge, et font le rapprochement avec la déposition d'une voisine de Chantal. Je me suis rappelé d'avoir vu une 205 rouge, voilà, circuler, qui n'appartenait pas au quartier. Donc j'ai remarqué, parce que quand on balade un chien, on n'a pas grand-chose à faire, hein, à rêvasser, à regarder ce qui se passe. Surtout quand il y a quelque chose de pas normal. Enfin, pour moi, c'était pas normal cette voiture. Pour les gendarmes, les pièces du puzzle s'assemblent, même si Gaudissart n'est pas très bavard sur le double meurtre. En garde à vue, il préfère parler de lui, de son enfance, peut-être pour gagner du temps. Il explique qu'il est le deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Une famille modeste qui vivait dans une seule pièce, dans un quartier populaire du 5e arrondissement de Marseille. Une mère au foyer, un père préparateur automobile avec un fort penchant pour l'alcool. Il raconte que son enfance a été marquée par la violence de ce père. Il avait toujours cette hantise avec ses 2 sœurs plus jeunes, quand les week-ends arrivaient, parce que c'était là où le père buvait plus que de raison. Ça a commencé à table. D'un coup, parce qu'il avait bu, mon père avait bu, il prenait la table, il a soulevé en l'air. Voilà, et après ça partait, quoi. Pendant ces scènes de violence, le jeune Poncé s'interposait pour défendre sa mère. Et là, mon frère, à un moment donné, a pu supporter de se faire insulter, quoi. De se faire se faire insulter de tous les mots, quoi. De se faire traiter de tout, quoi. Et là, il a pris la chaise et il a tapé mon père. Gaudissart raconte qu'ils se battaient de plus en plus souvent tous les deux, et de plus en plus fort. Son père aimait les couteaux, et il l'a même blessé avec une de ses lames. Un jour où il avait rejoint son père à l'atelier, il y avait eu une dispute et son père, qui avait certainement bu aussi ce jour-là, avait sorti le couteau de sa poche parce que il avait toujours un couteau sur lui et l'avait piqué au bras. Et ça, Gaudissart avait été traumatisé à ce niveau-là puisqu'il nous l'a spontanément raconté. Gaudissart parle longuement du couteau de son père, mais quand les gendarmes le ramènent à celui qui a tué Chantal et Audrey, il se ferme. Gaudissart nie tout en bloc, absolument tout en bloc, indiquant qu'il ne s'était jamais rendu à Mérargues et qu'il connaissait Audrey comme une relation de travail, rien de plus. Gaudissart nie et les gendarmes manquent de preuves. Comme tous les chauffeurs de car, il a déjà subi un test ADN et son profil génétique ne correspond pas aux traces prélevées dans la maison de Mérargues, pas plus que ses empreintes digitales. Alors, les gendarmes mettent fin à la garde à vue au bout de 12 heures. Ils ont besoin de temps pour chercher d'autres preuves et le mobile du meurtre. 1 mois et demi plus tard, Poncé Gaudissart est à nouveau placé en garde à vue, 1 an, jour pour jour, après l'assassinat de Mérargues. Cette fois, les hommes du capitaine Bianco sont confiants, ils ont une nouvelle carte en main, ils pensent avoir découvert le mobile du crime. En reprenant leurs recherches sur l'ordinateur professionnel d'Audrey, les gendarmes ont trouvé une lettre qui pourrait bien expliquer le crime. 2 semaines plus tôt, le procureur de la République de Marseille avait demandé des renseignements sur Gaudissart. Vers le 15 mars, Gaudissart est rattrapé par son passé judiciaire, parce que c'est là qu'arrive un courrier à la Société des Pays d'Aix, où il est demandé la copie du contrat de travail, la copie de la fiche de paye de Gaudissart. C'est-à-dire que là, c'est tout son passé qui le rattrape. La justice avait besoin de ces documents, car Gaudissart devait payer des indemnités pour le viol qu'il avait commis en 1994 à Marseille. Que sur ce document que nous avons récupéré, il est mentionné en bas, manuscrit, Audrey faire le nécessaire. Et effectivement, c'est Audrey qui a géré cette affaire-là. Et d'ailleurs, quand je vais faire les recherches sur l'ordinateur d'Audrey, je me rends compte que les 24 et 25 mars
Nous avons 2 réponses, et c'est Audrey qui les a traitées. En répondant à cette demande judiciaire, Audrey aurait donc découvert le passé de Gaudissart. Quand les gendarmes lui ressortent ce courrier, Gaudissart prétend qu'il n'est pas au courant. Faux. Les enquêteurs savent que son patron l'avait convoqué pour lui en parler. Alors pourquoi Gaudissart dit ça? Sachant qu'Audrey a reconnu son passé, a découvert son passé, forcément, pour lui, il y a tout qui s'écroule. Parce que tout le monde va le savoir. Il craint qu'Audrey ne le raconte. La garde à vue se poursuit, les heures passent, et les gendarmes se relaient pour lui mettre la pression. Mais Gaudissart continue de tout nier en bloc. Il est multirécidiviste, que donc la garde à vue, il connaît, que les interrogatoires sur des longues heures, il connaît très bien. On va avoir beaucoup de difficultés à obtenir la vérité. Il n'y a que vers 4 heures du matin où on a senti un instant de fragilité. Et honnêtement, je pensais que ça a duré 5 à 10 secondes qu'il allait craquer. Parce qu'il nous fait la réflexion brutalement en disant « Je ne me sens pas coupable ». Et puis, quelques secondes plus tard, je ne suis pas un monstre quand même. Mais très rapidement, il s'est ressaisi et ensuite, donc, il s'est refermé comme une huître. Stélina Boresi, vous avez assisté à la garde à vue de Poncet-Gaudissart. Quelle impression vous fait-il? C'est un homme très froid, bien sûr, maître de lui-même, maître de ses émotions. Le seul moment où je l'ai vu s'énerver, c'est lorsque je suis allée, comme la loi m'y oblige quelque part, à prolonger sa garde à vue. C'est le seul moment où je l'ai vu rentrer dans une violence. Et je me suis posé la question à ce moment-là, si j'avais été un homme, si sa réaction aurait été la même. Je ne pense pas. Et à la fin de cette nouvelle garde à vue, vous décidez de le mettre en examen. Et quels éléments vous avez pour cette mise en examen? Il y a 2 aspects fondamentaux pour moi qui m'ont fait dire que cet homme était l'autre coupable. Dans son enfance, il nous parle du martyre de sa mère, où tous les week-ends, son père, sous n'importe quel prétexte, les plus anodins, déchargeait sa violence sur la mère, sur la femme, en la battant ou en la menaçant avec le couteau. Il y a un moment donné où Gaudissart, quand il refait ce geste empreint de son enfance, du geste, le père qui pointe sa mère, il fait un geste très caractéristique. C'est ce geste-là, le père piquer sa mère. Qu'est-ce que nous savons des constatations, je dirais, des médecins légistes? C'est que Audrey a été torturée avec quelqu'un qui lui a piqué 17 fois au visage, qu'il a défiguré avec ses coups de couteau comme ça. Le thorax, c'est pareil. On a le même geste. Voilà. Il y a un deuxième élément qui a été fondamental. Dans ce dossier, on dit qu'il n'y a pas d'aveu. L'aveu, la reine des preuves. Eh bien, moi, je dirais, oui, il y a un aveu. Lorsque Gaudissart, dans sa garde à vue, nous dit « Je ne me sens pas coupable ». Et lorsqu'il dit « Je ne me sens pas coupable », c'est comme un aveu. Qu'est-ce qui se passe en moi? C'est un constat? Oui, je ne me sens pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait, mais moi, c'est bizarre, je ne me sens pas coupable. La juge est convaincue de tenir le coupable. D'autant qu'on vient de ressortir une autre affaire très troublante. Le 23 décembre 2001, 2 ans avant le meurtre de Meyrargues, Poncet-Gaudissart a alerté les pompiers de Villeneuve-les-Avignon. Il n'avait plus de nouvelles de son oncle et de sa cousine. Les pompiers ont enfoncé la porte de leur maison et découvert leur cadavre. Le corps de Laurent Gaudissart gisait à terre, poignardé, le crâne fracassé. Sa fille Sabine était allongée dans l'escalier, pendue, avec un câble électrique. Tout est fermé de l'intérieur. 2 corps, le père et sa fille. Des départs de feu à partir d'un canapé en bois. 2 choses qui manquent sur la scène de crime et qui méritent de poser la question. C'est l'arme du crime, c'est-à-dire qu'il y avait un couteau.
et les clés des victimes. Malgré ces éléments troublants, les policiers de l'époque ont conclu que Sabine avait tué son père et mis le feu à la maison avant de se suicider. Le dossier a été refermé. Quand Daniel Bianco le découvre, les points communs avec l'affaire de Meyrargues lui sautent aux yeux. Quand je lis le dossier et puis avec mes camarades, je ne vous cache pas, on a quasiment la chair de poule au fur et à mesure qu'on découvre les faits, parce que c'est quasiment... Enfin, ça ressemble tellement. Alors une coïncidence, oui, jusqu'à un certain point, mais ça paraît invraisemblable que ça ait pu se passer de la même façon. La justice décide de rouvrir le dossier, histoire de vérifier si ce parricide et ce suicide ne cachaient finalement pas un double assassinat. Quand on revient 3 ans après, qu'on veut analyser des éléments, tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique ou technique n'est plus là. Voilà. Peut-être qu'une enquête de voisinage approfondie aurait levé un grain de suspicion à l'époque. Mais enfin, on ne va pas refaire l'histoire. À l'époque, Poncet Gaudissart avait été interrogé en tant que témoin. Il est réentendu, mais il nie toute implication dans la mort de son oncle et de sa cousine. Il n'a rien dit qui puisse se permettre de le mettre véritablement en cause à l'époque, de même que les éléments au dossier n'ont pas paru suffisants pour aller le chercher juridiquement, je dirais, par le biais d'une mise en examen. Finalement, l'affaire sera à nouveau classée. Maître Guillaume de Palma, une fille qui tue son père avec un couteau qu'on ne retrouve pas, qui met le feu à un canapé, qu'on retrouve étranglé avec du fil électrique, c'est quand même beaucoup de coïncidences très troublantes. Moi, je considère qu'il faut s'en remettre aux conclusions des professionnels qui ont estimé que là-dedans, il y avait effectivement toutes les raisons de croire que Sabine, avant de se donner la mort, a donné la mort à son père. Mais croyez-vous que ce dossier va peser sur l'affaire de Meyrargues? Évidemment, compte tenu précisément de ce qui est reproché à M. Gaudissart, compte tenu de son casier, compte tenu de ce qu'on sait de lui à l'époque, il va falloir se justifier encore sur une affaire qui finalement n'en est pas une, où il va falloir se défendre sans forcément avoir tous les moyens, et bien entendu que là-dedans, ça constitue un handicap de plus. Donc, Gaudissart n'est pas poursuivi pour cette histoire. Il est donc poursuivi en revanche pour le viol de Muriel. Et comment se passe ce procès? Nous sommes dans une situation de récidive. Récidive criminelle. La peine est importante, celle que nous risquons en tout cas. Et je vais dire que l'affaire devant la cour d'assises de Vaucluse se passe relativement bien. Pourquoi? Parce que nous parvenons au moins à convaincre la cour et le jury du fait que M. Gaudissart a besoin de soins. Il est parfaitement réadaptable à la condition qu'il soit aidé, à la condition qu'il soit accompagné. Dans ces conditions, la cour d'assises de Vaucluse va infliger la peine de 15 ans de réclusion criminelle à M. Gaudissart en l'augmentant d'une peine qui n'est pas une peine ferme, une peine de suivi socio-judiciaire où en fait M. Gaudissart, pendant 5 ans, doit se soumettre à des soins. Pour en revenir à l'affaire de Meyrargues, donc, comment vous préparez votre dossier? Quels sont les éléments que vous avez en votre possession pour défendre un peu votre client? J'ai dans mon dossier une carte maîtresse. C'est celle de l'ADN, c'est ça? L'ADN a parlé. On se retrouve avec un ADN masculin connu qui a été prélevé sur les lieux du crime. Monsieur Gaudissart s'est prêté aux opérations d'analyse génétique. Ça n'a strictement rien donné. Rien, strictement rien, au point de vue de l'ADN, ne le relie à ce double crime. « 1er juillet 2008, le procès de Gaudissart s'ouvre devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. L'accusé risque la perpétuité, mais il espère bien être acquitté. Qu'on me mène la preuve de dire « votre frère est coupable ». J'irai moi, à ce moment-là, j'irai dire à mon frère « tu es un menteur, tu m'as menti, tu es un meurtrier, tu as tué ».
Là, je pourrais le dire. Mais à l'heure d'aujourd'hui, non, il est innocent. De fait, l'accusation manque de preuves formelles contre Gaudissart. Nous étions dans un dossier sans aveu, sans preuves matérielles, sans témoins. Ce serait complètement irresponsable que de ne pas avoir peur de l'acquittement. J'avais peur de l'acquittement, bien sûr. Le point faible de l'accusation, c'est l'ADN masculin trouvé sur la scène de crime. Un ADN qui ne correspond pas à celui de Gaudissart. Où elle est, cet ADN? Où elle est? Oui, ils en ont une, mais ils ne savent pas qui elle est. C'est vrai que l'absence d'ADN, il faut savoir admettre les choses, pouvait apparaître comme étant un handicap dans la thèse de l'accusation. Mais cette absence n'était pas la signature d'une innocence. L'audience est tendue. Toute la famille d'Audrey et de Chantal est présente. Persuadée de la culpabilité de Gaudissart, elle espère que le procès l'aidera à comprendre ce qui s'est passé. Nous avons un enjeu important pour les parties civiles. C'est éventuellement d'avoir Poncet Gaudissart qui s'explique et qui dise qu'il est coupable. Il affirme sans véritable émotion, mais il affirme de façon constante qu'il est innocent pour ces faits-là. L'ambiance du procès change quand les premières victimes de Gaudissart se présentent à la barre. Des femmes meurtries, comme Muriel. Je tremble. J'ai du mal à rester debout, mais je ne m'assois pas et je reste debout, devant lui, et je le regarde. Cela a un effet assez calamiteux pour lui, oui, parce que cette accumulation de victimes, d'anciennes victimes qui défilent, contribue à montrer un personnage excessivement antipathique depuis très longtemps. Un prédateur, un déséquilibré. Au fur et à mesure, l'audience brosse un portrait de plus en plus sombre de l'accusé. Et les experts psychiatres enfoncent le clou. Cet être humain est déviant parce que, au lieu de prendre autrui comme un enrichissement personnel pour lui-même, il prend autrui comme un ennemi qu'il faut combattre. Et il va progressivement, en fait, se comporter comme un guerrier qui se cache, qui observe, qui manipule et qui finalement va aller brutalement agresser, tel dans une opération commando, une malheureuse victime qu'il ressent comme une ennemie. Dans son réquisitoire, l'avocat général souligne la similitude des modes opératoires entre les différentes affaires dans lesquelles Gaudissart a trempé. Le couteau, les câbles électriques, le feu. Il demande une peine de 30 ans de prison avec une période de sûreté de 20 ans. Ce qu'on voulait, nous, c'est qu'éventuellement maintenant, que plus personne, plus de femmes n'aient un jour à croiser le chemin de ce prédateur. De son côté, l'avocat de Gaudissart plaide l'acquittement. Je savais que c'était tout ou rien. C'est-à-dire que soit il prenait un maximum, soit il était acquitté. Tout ou rien. Ce sera tout. Après seulement 2 heures de délibéré, le jury condamne Poncet Gaudissart à 30 ans de prison, avec une période de sûreté de 20 ans. 30 ans, bon, ouais, il y a des jurés qui ont estimé que ça valait 30 ans. Bon, je vous avoue que ce qui me concerne, j'aurais préféré qu'il soit vraiment mis hors d'état de nuire pour plus longtemps que ça. Je lui dis, regarde, tu sors pas. J'ai gagné. Voilà. C'est peut-être un peu fier de ma part. Je dirais pas que c'est une fierté. Je dirais simplement que c'est justice, elle a été faite. On tue mon frère. J'ai perdu mon frère est mort, quoi. Voilà. Ils l'ont tué. Maître Guillaume de Palma, êtes-vous surpris par le verdict de l'affaire de Meyrargues? Moi, je suis abasourdi par le verdict qui est rendu. L'impression que j'ai, en tout cas,
c'est que finalement Gaudissart a payé pour l'ensemble de son œuvre. Et donc vous faites appel? Monsieur Gaudissart prend la décision lui-même de faire appel. Il me fait savoir à l'époque, et j'en suis également persuadé, que son innocence sera établie. Un mois avant le début du procès en appel, coup de théâtre. L'ADN retrouvé sur la scène de crime a matché. Cet ADN, c'est celui d'un certain Philippe L., un habitant de Compiègne en Picardie. À Aix, c'est la stupeur. Gaudissart, qui s'est toujours dit innocent, le serait-il vraiment? Comme si on mettait un boom, quoi. Un boom au cœur, de dire enfin, enfin ça bouge. Il y a un doute. Et ce doute, il est là. Et c'est ce doute que je garde espoir de voir mon frère dehors. Raisonnablement, que peut-on penser? Que c'est quelqu'un qui accompagnait Gaudissart, qui était de la connaissance de Gaudissart, ou alors c'est qu'on a fait fausse piste. La justice ordonne un supplément d'information. Une nouvelle équipe de gendarmes se déplace dans le Nord et entend Philippe L. Évidemment, nous lui annonçons pour les raisons pour lesquelles nous l'avons convoqué, à savoir que son ADN est retrouvé sur une scène de crime, et notamment le meurtre de 2 femmes. À cette annonce, il va s'effondrer et pas comprendre pourquoi son ADN se retrouve là. Les gendarmes examinent ses retraits bancaires et ses factures téléphoniques. Ils se rendent compte qu'il n'a pas quitté Compiègne au moment du crime de Mérargues. Nous avons démontré par l'enquête d'environnement et de par son audition qu'il n'a jamais pu se rendre à Mérargues le jour du meurtre d'Amato. Alors pourquoi l'ADN de Philippe L a-t-il matché? La justice demande une enquête à l'IRCGN, le laboratoire de la gendarmerie, pour découvrir que c'est là, au labo même, qu'une erreur a été commise. Il s'agissait en fait d'une pollution, parce que les analyses de ce fameux Philippe avaient été pratiquées dans le même temps que celles de Mérargues. Dominique, comment une telle erreur a-t-elle bien pu se produire? L'erreur, Frédéric, elle vient du laboratoire de police scientifique de la gendarmerie. On en est sûr. Mais pour savoir comment elle a pu se produire, on va dépêcher sur place un expert qui va refaire tout le cheminement du travail des gendarmes à l'envers et essayer de comprendre. Alors, l'idée, c'est que quand on fait un prélèvement ADN et quand on l'analyse dans un laboratoire, on pose le prélèvement ADN d'une scène de crime dans ces sortes de petits dés que vous voyez là, qui sont des petits récipients, des petites éprouvettes. Donc, un prélèvement ADN par récipient. Ensuite, on place ces récipients dans ce support en plastique avec des trous. C'est comme des dés à coudre, donc un par trou, comme ça. Pour éviter que le produit ne s'évapore, pour éviter qu'il ne soit renversé dans une manipulation, on le couvre avec des bouchons. On ne met pas un bouchon par prélèvement, ça prendrait trop de temps. On a des tapis de bouchons. Les techniciens ont des tapis de bouchons, c'est ça. On pose une double rangée, voilà, sur une double rangée de prélèvement, double rangée de bouchons. Ce qui a dû se produire, c'est que le bouchon qu'on a posé sur les prélèvements effectués sur la scène de crime à Mérargues était soit mal lavé, soit pas lavé du tout, et il avait servi à une précédente analyse. Une précédente analyse où ressortait l'ADN de Philippe L. Donc en prenant la rangée de bouchons mal lavés de Philippe L et en la posant sur les prélèvements de Mérargues, on a contaminé Mérargues et c'est pour ça qu'on retrouve l'ADN de Philippe L sur les prélèvements de la scène de crime de Mérargues. Mais comment ça se fait qu'on ne puisse pas isoler malgré tout l'ADN de l'assassin de Mérargues? Eh bien parce que soit l'assassin n'en a pas laissé, ça arrive, soit parce qu'il en a laissé de l'ADN en quantité insuffisante. Voilà pourquoi on ne retrouve pas d'ADN sur Mérargues. Donc, pollution ou pas pollution, on ne pouvait pas identifier l'ADN de l'assassin? Non. Ce qui veut dire que tous les prélèvements qui ont été faits, les centaines de comparaisons qui ont été faites, n'ont servi à rien. Maître de Palma, finalement, l'ADN était pollué. C'est un argument de défense vraiment important qui s'écroule pour vous. C'est un coup dur, j'imagine, non? Absolument.
c'est un coup de massue. Et évidemment que l'on se dit que la partie va être encore plus compliquée. Il va falloir donc, à la différence du premier procès, s'intéresser à des éléments que l'on pouvait considérer jusqu'alors comme étant subalternes. Alors justement, quels sont ces éléments un peu forts qu'il vous reste? Alors ces éléments forts, c'est précisément, dans un premier temps, l'absence d'éléments. Aucune trace de M. Gaudissart sur les lieux du crime et aucune trace chez M. Gaudissart de quelconque crime qui aurait été commis. On n'a pas retrouvé l'ADN des victimes chez M. Gaudissart, sur le véhicule de M. Gaudissart ou ailleurs. Rien ne relie M. Gaudissart au crime en ce qui concerne l'ADN. Deuxième élément, la téléphonie. Qu'en est-il? Est-ce que M. Gaudissart s'est trouvé aux alentours du domicile des victimes? Non. Non. Des expertises vont être réalisées. Le portable de M. Gaudissart n'a pas révélé le fait que M. Gaudissart était de sortie dans cette nuit du 30 mars au 31 mars. Troisième élément, c'est le fait que le scotch qui est retrouvé chez M. Gaudissart n'est pas le scotch qu'on a retrouvé à Mérargues. Et le mobile? Je considère, quant à moi, que ce mobile que l'on a prêté à M. Gaudissart n'est qu'une simple hypothèse, c'est un mobile de supposition. On a supposé et supputé que M. Gaudissart pouvait en vouloir à Hautrey. 14 mars 2010. Le procès en appel s'ouvre devant la cour d'assises de Draguignan. Un procès difficile. La défense a perdu son principal argument, l'ADN inconnu. L'accusation, elle, manque toujours de preuves matérielles. À défaut, le passé de Gaudissart sera donc encore au cœur des débats. Faites entrer l'accusé. C'est Muriel, la belle-sœur, qui témoigne la première. Son récit bouleversant impressionne d'emblée les jurés et donne le ton du procès. Je trouve ça très surprenant de voir comme ça, en premier intervenant à l'audience, quelqu'un parler de ça, alors que ce sont des faits qui n'ont rien à voir avec l'objet de l'audience de ce jour-là. On refait ces autres procès. Donc la charge est lourde. Ça, pour moi, quelque part, il a été jugé les autres fois, je ne sais pas pourquoi ils l'ont condamné alors. Après ce portrait judiciaire accablant, on entre dans les détails atroces des crimes de Mérargues. La charge est forte. Mais Gaudissart continue de nier le double assassinat. Il n'évolue que sur un seul point. Gaudissart reconnaîtra avoir eu connaissance de la lettre relative au fonds de garantie dont Audrey devait faire la réponse. Ce qu'il avait toujours nié. Malgré les 21 tomes du dossier, l'accusation n'a pas plus de preuves contre Gaudissart en appel qu'en première instance. L'avocat général demande la même peine, 30 ans de prison, avec une période de sûreté de 20 ans. La défense rappelle encore que le doute doit profiter à son client et plaide à nouveau l'acquittement. Après la plaidoirie de son avocat, l'accusé a pris la parole en dernier. Ça fait 7 ans que je clame mon innocence. C'est vrai que je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas un assassin. Les jurés se sont retirés pour délibérer. Ils devraient rendre leur verdict en début de soirée. À la fin des débats, on a vraiment l'impression, dans la salle d'audience, que c'est une construction intellectuelle, qu'effectivement, il y a eu des faits sensiblement similaires à ceux pour lesquels il était renvoyé devant la cour d'assises, mais en dehors de cela, pas grand-chose. Enfin, que dis-je? Rien du tout. Pourtant, les jurés vont au-delà de la demande de l'avocat général. Bien, reprise, asseyez-vous. Il condamne Poncet Gaudissart à la peine maximale, perpétuité, avec 22 ans de sûreté. Pour la famille d'Amato, 8 ans après le drame, c'est la fin de l'histoire. Quand on se dit innocent d'un double crime et qu'on écope de perpétuité, je pense que même si on veut se maîtriser, on devrait avoir une réaction assez violente, quoi. Non, il n'a pas bronché, il est resté sur son banc.
Maître Mola, cette condamnation à perpétuité, est-ce que c'est le verdict que vous attendiez, vous et vos clients? Je pense qu'elle, comme moi-même, avions dépassé le problème du quantum. On était d'abord dans la frayeur de ce que ce second procès n'apporte rien ou pas ou peu de choses, alors qu'il a apporté énormément avec l'histoire de l'ADN qui permet enfin d'être convaincu que cette trace du mystérieux monsieur qu'on n'avait pas identifié, eh bien, n'existait tout simplement pas. Donc on retombait sur Gaudissart et c'était parfait. Et puis, dans ce second procès, ils ont eu la joie quand même d'entendre Gaudissart reconnaître qu'il avait eu un contact avec Audrey. Donc c'est un soulagement pour vous, cette porte de l'ADN qui se referme? Oui, parce qu'on a fini, enfin moi je fais le lien entre le premier et le second procès, si vous permettez, parce que le premier a été convaincant, on était convaincus de sa culpabilité, moi j'ai jamais eu d'état d'âme, mais il y avait un petit malaise. Le petit malaise, c'était quand même, on n'explique pas ce que c'est que cette personne non identifiée. Et cet appel a été libérateur à cet égard. Par contre, pour l'intéressé, c'est une peine supérieure à celle qu'il avait prise en première instance. Poncet Gaudissart n'a donc jamais avoué, jamais formulé le moindre regret. Il est aujourd'hui un prisonnier modèle, calme, coopérant, comme s'il avait accepté la sentence.